Bonjour les mômes qui nous regardons à la télévision, bienvenue dans, comme toujours, l'émission sur le patrimoine vivant, le patrimoine immatériel, les savoir-faire d'hier et d'aujourd'hui. Aujourd'hui, mesdames et messieurs, nous allons voyager, partir à 600 km au sud d'Alger, dans la vallée de Mzab, pour mieux revenir en Vendée, dans le Marais breton, et puis comparer l'architecture, parce que notre invité, Étienne Chouinard, vient nous parler d'architecture du terroir. On va parler donc mélange des cultures, architecture, je le disais, et maison en terre crue. Il faut bâtir sa maison. Mon ami, il faut bâtir ta maison. Le temps de rire est fini. Il faut bâtir ta maison. Eh oui, monsieur Bécaud, il faut bâtir ta maison. Et s'il nous invite à bâtir notre maison selon nos goûts, nos envies et nos rêves, en revanche, notre invité, Étienne Chouinard, nous invite à faire comme les trois petits cochons qui construisent leur maison avec les matériaux qu'ils ont devant eux. C'est finalement l'architecture vernaculaire. Mais attention, pour lui, point de paille, de bois ou de ciment, non. Même si c'est du ciment Haussmann, non. La maison dont il vient nous parler, c'est celle en terre crue. Attaché au Marais breton, Étienne est aussi un voyageur, un baliseur des peuples et des cultures qui n'hésite pas à faire le parallèle entre les bourrines du Marais et celles de la vallée de Mzab au sud d'Alger. Il faut dire que l'architecture, c'est son rayon. Une histoire de famille, défenseur hors pair de la terre crue. On imagine sans problème que le petit Étienne, dans sa Bretagne natale, était un enfant poreux, à l'esprit argile, qui se tenait déjà à carreaux, prenait des bains de boue, jouait aux rubis, aux agates, construisait des maisons de terre dans le flashback à sable émouvant de la maison familiale du côté de Rennes. Alors aucun doute, c'est dans l'architecture qu'il va faire carrière. Une carrière de briques et de blocs, une carrière à ciel et à cœur ouvert, où il va prendre plaisir à observer le travail des bâtisseurs au cours de ses voyages et de ses pérégrinations en coccinelle. Et oui, peintre en sentiment, eh bien il faut le voir descendre à la mine de crayon, croquer les maisons qu'il a devant lui en observant les ressources locales. Sa sagesse et son trait, qu'il soit de pinceau ou d'esprit, il travaille comme une bête de trait. 10 traits à la minute, il boit le brouillon jusqu'à plus soif, il s'illustre dans les illustres, se glisse à dessein dans chaque dessin et aime mettre en parallèle le fruit de ses recherches. C'est ce travail qu'il nous livre dans son ouvrage « De l'oasis au Marais », l'architecture de terroir. Alors que retenir de cette comparaison? En quoi ce type de construction d'hier est peut-être l'architecture de demain? En quoi ça soulage la planète? Quels sont les points communs entre ces deux espaces si éloignés? Voilà, autant de questions que nous allons poser à notre invité. Étienne Chouinard, bonjour. Bonjour. Soyez le bienvenu. Merci pour ce tableau bien flatteur. C'est vrai, mais... Il manquait le granit quand même. Ah, il manquait le granit. Voilà, c'est mon côté breton. Ah, c'est ça, on sent le breton. Voilà. Bon, non, mais alors, on rajoutera le granit. Voilà. Permettez-moi, avant qu'on commence de discuter sur notre sujet, permettez-moi de vous présenter deux bâtisseurs, deux ouvriers de la voie publique qui ont l'esprit aussi très argile. C'est nos deux Jean-Pierre Tendre et Jean-Pierre de Taille, nos Jean-Pierre précieux et philosophal, enfin j'en sais rien. Bonjour les Jean-Pierre. Bonjour. Comment qu'on va? Bonjour. Comme Ah, très bien. Non, je suis là. La santé? Ah ben la santé elle est bonne, de mon Kichi là. C'est ça. Quand t'es plus là, t'es plus là. On avait dit philosophal, ben voilà. Alors au menu, Jean-Pierre? Ah là là, mon grand-père allait à la chasse. Oui. Il adorait manger du lapin et c'est sa recette de lapin à l'ail. Et alors, il ramenait autrefois, dans le Marais, il y avait plein de lapins. Il m'a appris la chasse avec la chasse au lapin. Il en ramenait régulièrement. Ma grand-mère en avait marre de manger du lapin. Donc, il le savait. Il achetait un petit bout de gigot en passant devant la boucherie. Et le gigot, c'était pour ma grand-mère. Et lui, il mangeait son lapin à l'ail. Et il disait à ses copains, comme ma femme gigote, moi, je lapine. Eh bien, la poésie toujours. Quelle transition trouver à ça? Ça va être difficile. Hein, lapiner, c'est manger le lapin. Hein. Ah oui, d'accord. Voilà. C'est bien d'avoir du sous-titrage. Oui, il faut sous-titrer. Oui, toute ressemblance avec des faits ayant déjà existé. Non. D'accord. Non. Eh bien, vous êtes en forme, nous le confirmons. Jean-Pierre Bertrand, que dire après ça? Je ne reviendrai pas sur le sujet parce que... Tu peux revenir sur le sujet, mais si ce n'est pas le cas. Hein. Non, mais n'empêche que le lapin à l'ail, j'en ai mangé mon content gamin. Oui. C'était le grand truc. Non, parler de terre crue, c'est une des activités qui m'a amené à m'investir pleinement dans le patrimoine immobilier, enfin architectural, parce que j'ai eu la chance
de vivre des instants que peu de gens ont eu maison, l'occasion. Bah oui, parce que pour reconstituer certains bâtiments de l'écomusée du Davio, il a fallu aller rencontrer les derniers bâtisseurs. Ouais. Celles et ceux qui vivaient dans ce genre de bourrine, qui à l'époque était une maison de pauvres, de très pauvres, de très pauvres. Et donc il y a beaucoup de sentiments qui sont remontés autour de ça. Et aujourd'hui, je sais qu'il y a au moins un jeune en Vendée qui a repris le métier de maçon en terre crue. Et on l'invitera un jour. Ah oui, volontiers. Ouais. Je trouve qu'il a beaucoup de courage et vraiment il a une passion qui l'anime. Je suis quelque part très fier d'avoir pu maintenir ce métier-là. Ouais. Voilà. Ouais. Et je connais Étienne depuis fort longtemps, évidemment. Et d'ailleurs, Étienne, comment on doit vous présenter il y a plusieurs facettes. Hein, parce qu'on vous connaît comme peintre, on vous connaît comme auteur de livres, celui-ci notamment, architecte, voyageur, c'est tout ça à la fois ? Oui, et puis je dirais maintenant, lorsqu'on prend de l'âge quand même, quand on progresse, on souhaite transmettre. Ouais. Transmettre ce qu'on a vu, ce qu'on a observé, d'où les bouquins. Et je préfère mettre des croquis dans les bouquins que dans des expositions. C'est une réflexion personnelle. Bien sûr. Voilà. Est-ce que la transmission est plus efficace quand on a un croquis, quand on a un dessin disons qu'on touche d'emblée un public averti. Parce que dans les expos, j'en fais tous les ans, tout le temps, j'en ai fait plusieurs fois par an, que ce soit en milieu urbain ou ailleurs, dans des espaces muséographiques ou ailleurs. Les gens passent souvent et s'arrête à peine, vous voyez. Donc c'est un petit peu le côté décevant. Mais parfois on arrive à accrocher, et là ce sont des discussions. Ce sont des moments véritablement où on rentre dedans, on rentre dans les lieux, on ne parle plus technique, on va directement dans le vif du sujet. Et c'est ça qui est intéressant. Alors, par le biais des bouquins, bien évidemment, automatiquement, il y a un sujet, il y a un thème. Bon, ça tourne autour de l'architecture. Très souvent, on voit des voyages. Ouais, on a quelques photos qui apparaissent. Voilà. Donc, ça intéresse un titre ou un autre des gens, des personnes. Et se posent des questions et on va directement plus en avant, dans le fond des choses. Voilà. Ouais. Et du coup, parce que comment vous y êtes venu et comment vous Alors, les dessins, c'est une question d'aventure. Oui. Bon, il y a Henri Simon qui a eu 8 enfants. Moi, j'étais dans une famille relativement nombreuse. J'avais une tante qui était collègue, qui était enseignante au lycée Victor Duruy à Paris, qui donc nous emmenait tous les... Mon père était architecte, bien sûr. Ma mère était architecte également. Ils se sont rencontrés à l'école d'architecture de Rennes puis de Paris. Tombés dans la marmite. Ils ont convolé. Donc voilà. Alors, il se trouve que pendant les vacances, tout ce petit monde se trouvait en famille. Et on allait notamment sur le chemin de la Rive, etc. Des lieux que j'ai décrits dans des articles divers, pas forcément dans les bouquins. Donc, vous voyez, c'est une transmission qui s'est faite petit à petit sur le terrain. Ouais. Alors, bon, il n'y avait pas de cours magistraux, c'était pas la peine. Mais quand il y avait Tante Lala, puisque c'était Tante Lala qui venait, vous regardez ce que vous faisiez, on n'emmenait pas large. Croyez-moi, un professeur avec une baguette, c'était le même effet. Le même bon, le résultat, les paroles étaient différentes, bien évidemment, puisqu'il y avait l'amour familial également. En tout cas, ça exerce l'œil. Voilà. Alors bon, elle a fait part également de ses expériences. C'était l'amie de peintres comme Bernard Buffet, vous voyez. Donc il sortait de l'ordinaire. Donc elle avait un partage et sa carrière également. Donc elle avait pas mal de choses à nous dire, quoi. Et alors, pourquoi l'Algérie après ? L'Algérie, c'est une opportunité. Je le mets d'ailleurs en tête de la préface. C'est dans la famille, donc j'avais un frère qui faisait des études d'ingénieur. Et c'est dans le cadre de sa coopération, donc à l'Institut de technologie d'Alger, qui durait 2 ans. Alors la première année, il était retourné emballé, puis il m'a dit, pendant les vacances, parce qu'il passait ses vacances
dans le coin, il n'oubliait pas la Vendée. Voilà, il m'a dit, Étienne, tu devrais, avec Laurent, mon frère jumeau, d'où la coccinelle. D'accord, c'est pour ça le périple en coccinelle. Avec les coopérants, en descendant donc par la route, par Almeria, enfin bon, bref, avec toutes les petites anecdotes qui vont avec. Et donc, c'est dans cet esprit-là que, dans cette condition-là, je veux dire, que donc se déroulait le voyage en Algérie. Et qui plus est, il se trouve que j'avais fait la connaissance verbale et plutôt intellectuelle d'un dénommé Fernand Pouillon, qui était l'architecte en vogue à l'époque, qui avait un parcours intéressant, qui, lui, connaissait bien le Mzab, qu'il l'avait survolé, qu'il l'avait passé, qu'il l'avait survolé en avion, comme passager. Donc on est dans le désert. Et même en dirigeable, dans le désert, carrément. Dans le désert, d'accord. Et d'où, alors, il avait une appréhension parfaitement globale. Pour moi, c'est la meilleure. C'est les vues de 3/4, les vues aériennes. Donc, il avait une analyse formidable donc, des villages, des Ksours qu'on appelle. Les Ksours, c'est des villages fortifiés donc, du Mzab. Et il les a survolés, et il en a fait, il en parlait beaucoup. Alors bon, moi, ça ne m'avait pas échappé. Et puis, il parlait aussi des idées qu'il avait reçues en visitant ce pays-là, qu'il avait contracté. Parce que lui aussi, il venait crayon de croquis à la main, quoi, Donc, il gardait des idées en tête, et puis n'hésitait pas à les replacer dans ses recherches et même dans ses réalisations contemporaines. D'accord. Et c'est pour ça que je cite un exemple avec la mosquée funéraire de Sidi Ibrahim à El Atef, qui est un des 5 scours, ça se dit mal, 5 scours, on va dire, algérien, K-S-O-U-R, sans S. Voilà, algérien. Donc, il y en a un village, El Atef, qui a une mosquée funéraire. D'accord. Bon, et qui a donné des idées, qui a rempli d'intuition Le Corbusier. Et j'en parle dans le bouquin, et c'est pour ça que la chapelle de Ronchamp fait partie avec son mur de lumière, avec ses ébrasures, ses embrasements. Enfin, c'est extraordinaire, cette façon de capter la lumière, parce que c'était ça. Il faut voir là-bas, on est subjugué quand on arrive au Mzab. Moi, j'ai traversé la nuit, le jour, le matin. Enfin, vous avez des couleurs absolument. Là, on est des rigolos ici, dans notre. Non, mais je m'excuse. Parce qu'il y a des bleus, il y a des couleurs absolument. Une fraîcheur absolument formidable là-bas. C'est ce qui caractérise cette vallée. Voilà, ce qui caractérise. Et ça veut dire qu'on a un habitat qui est homogène, alors plutôt homogène. Mais alors. On parlait tout à l'heure du Marais vendéen. Je veux dire, des grosses différences fondamentales. C'est que autant dans le Marais vendéen, des bourrines correspondent à un habitat isolé, autant là-bas, dans le Ksour, il fait chaud et on se groupe, un petit peu comme des nids d'abeilles, comme des fourmilières, etc. Alors là-bas, c'est ce qu'il a vu, c'est ce qui l'a absolument interloqué vu d'avion. C'est que vous avez des Ksours, qui sont sur des collines. En haut, vous avez le minaret. Le minaret, il a des pointes bien particulières, des pointes en épi, avec le timshkent, c'est-à-dire le gypse local, qui a la particularité, et ça c'est très important à retenir, des particularités absolument uniques, c'est-à-dire qu'il prend très vite. C'est pas comme la chaux ou le plâtre où il faut des heures pour que ça durcisse, il prend instantanément. Et s'il permet, si vous voulez, de modeler aussitôt des éperons, et d'où les éperons qu'on voit, et c'est pour ça que j'ai mis des croquis des minarets. Alors, tout les minarets qui se terminent par des éperons, qui sont typiques de cette région-là, et puis tout autour, c'était une forteresse à l'époque. Il y avait des munitions, il y avait même de la nourriture, et tout le monde se groupait en cercle. Dans cette petite mini-colline, si vous voulez, parce que c'était pas très haut, tout ça. Le Mzab, c'est pas très très haut. Ça ne dépasse pas 4-5 000 mètres de hauteur. Donc voilà. Alors ces rues qui sont circulaires, très concentrées, et avec des maisons qui ont une particularité, toutes des maisons à patio. C'est-à-dire que toutes les maisons sont fermées sur l'extérieur. Il y a un patio intérieur,
dont les dimensions sont telles que lorsque le soleil, lorsqu'il est à la verticale, c'est-à-dire très peu de temps dans la journée, n'arrive pas à réchauffer tout le logement. Donc les rapports de longueur-hauteur sont étudiés. Alors, ils sont assez hauts, les patios, de façon à ce que ça reste frais. Alors vous voyez, et notamment d'autres particularités, mais il y en a plein. Dans ces logements, ce qu'on appelle les maisons à patio, c'est que toutes les faces extérieures sont fermées. C'est-à-dire que pour lutter contre la chaleur, on se groupe. Chaque maison isole par rapport à l'autre. D'accord, on se sert de la voisine, etc. Et y compris de la même chose au niveau autour du patio dans la maison. C'est-à-dire que vous avez des murs dont la largeur est variable en fonction de l'inertie thermique que l'on va avoir. Alors, si vous voulez avoir un mur frais, vous voyez, donc en fonction tout ça, c'est très très fin, c'est très très étudié, et c'est formidable. Alors, on va marquer une petite pause parce qu'on verra en fonction des descriptions que vous venez de faire, parce qu'on se dit, mais alors, où est le lien avec le Marais breton? Et c'est justement peut-être ce qui va nous retenir l'attention tout de suite après la chronique de Jean-Pierre Bertrand, de Jean-Pierre Pouvreau, pardon. Et voilà, je m'emmêle les pinceaux dans les Jean-Pierre, puisqu'on va passer à table. Allez, Jean-Pierre. Jean-Pierre peut en cacher un autre. Aïe. Alors bon, le lapin à l'ail, t'en as mangé dans ton enfance. Et mon grand-père était tailleur d'habits, c'est pour ça que j'ai toujours un habit, voilà. Et donc, sur son 31. Il m'a initié à l'art, au plaisir de s'habiller, voilà. Et alors donc, il faisait ses coutures, il habillait tous les notables du secteur à l'époque, et donc c'est lui qui faisait la cuisine. Donc il cuisinait le lapin, et c'est une recette à 2 étages. Il y a le premier étage avec l'ail que tu mets dans le lapin qui rôtit avec, et tu as un deuxième étage où il faisait bouillir de la crème avec de l'ail à côté pour renforcer le goût de l'ail. Et son lapin, il mettait plein d'ail à l'intérieur, il le piquait à l'ail, il l'entourait avec de la ficelle, il le faisait revenir dans la cocotte avec des gousses d'ail, 1 ou 2 échalotes. Quand c'était bien coloré, mais ça colorait pendant une demi-heure, à feu tout doux. Et quand c'était bien coloré, il retournait le lapin, et à ce moment-là, il mettait un peu de vin blanc, et puis éventuellement, s'il y a un reste de soupe dedans, mais c'est pas obligatoire, du thym, du laurier, et à part, il avait fait bouillir de l'ail qu'il avait blanchi avec de la crème fraîche et du thym. Et il rajoutait ça à la fin de la cuisson du lapin au bout de 2 heures. Il rajoutait cette mixture d'ail en parallèle et ça remijotait ensemble. Et alors quand il détachait le lapin, je me souviens, ça cuisait au moins 3 ou 4 heures. C'était incroyable. Et dans là où il faisait son métier, son bureau de tailleur, ça sentait l'ail, ça embaumait toute la maison. C'est un souvenir extraordinaire que j'ai du lapin à l'ail de mon grand-père. Alors c'est pour ça, c'est une recette à 2 étages avec de l'ail qui est cuit à part et puis l'ail qui mijote avec, et à l'extérieur et à l'intérieur. Merci, très bien. Non, mais il y a plein de recettes de lapin à l'ail, comme plein de choses. Et puis la mémoire olfactive, elle est importante. Je ne peux pas l'oublier. L'odeur de l'ail, du thym, c'est imprimé. C'est imprimé. Et c'est un plat qui peut se réchauffer. Plus on le réchauffe, meilleur il est. Et on le mange à la fourchette. Pour 3 heures de cuisson, le lapin... Voilà, vous nous mettez en appétit, Jean. Merci beaucoup. Merci. Étienne, je reviens vers vous. On s'est quitté tout à l'heure sur... Vous avez fait une description de ce qu'était l'habitat homogène, les patios, dans cette vallée. Mais en quoi il y a des similitudes avec... Alors, les similitudes, il y a des oppositions. La première opposition, autant dans le Marais breton, vous avez un habitat isolé, chaque bourrine, bien sûr, on le connaît. Elle est isolée, longiligne, on connaît, face au vent, protégée, pas très grande, etc. Et se planque dans le marais, paysage. Il n'y a pas de doute. Alors que l'autre est groupé. Autant là-bas, c'est l'inverse. Mais alors, je dirais que dans les 2 cas, vous avez des similitudes, c'est la grande pauvreté. Et on prend le matériau qui est sur place. Alors, pour faire court, dans le Marais, je ne vais pas allonger, mais il y a un matériau qui est omniprésent. Je ne vais pas en raconter, vous connaissez mieux que moi. Oui. C'est le roseau. Là-bas, ce sont les palmiers. D'accord. Et vous voyez venir, c'est exactement... alors, on fait tout avec un palmier.
avec un palmier, on le trempe avec cet enduit qui prend instantanément, dont je parlais tout à l'heure. Ça vous fait tout de suite un arceau. On peut le dessiner comme on veut. Un linteau, il n'y en a pas deux qui vont être pareils. Ouais. Alors, quand vous voyez les arcades, par exemple, de la place de Gardaïa, c'est ce qui fait l'intérêt, quoi. Il n'y en a pas deux, il n'y en a pas deux semblables, il n'y en a pas deux de la même largeur. Et puis, un type tout seul peut très bien, sans outillage, sans rien, il peut travailler. Il suffit d'avoir un couteau. Hein. Bon, alors, pareil pour les planches, pour la stipe, ce qu'on appelle la stipe et les troncs des dattiers. On en fait des planches, on en fait ce qu'on veut. Hein. Et puis, avec ça, on arrive à tout faire, quoi. Hein. On ne jette rien. On ne jette, bien évidemment, on ne jette rien. Alors, les gens sont le deuxième facteur qui les rassemble, le Marais, tant le Marais que le ZAP, c'est qu'ils sont d'une extrême pauvreté, c'est-à-dire qu'on se contente de ce qu'on a sur place et on fait avec. Et puis c'est tout. Et puis, bien évidemment, comme la richesse n'est pas là, eh ben, on fait en sorte d'économiser, vous voyez, et on ne jette rien. Et puis c'est comme dans le Marais, quoi. Hein. Oui, vous me suivez. Quoi, hein. On vous suit. Hein. Ce que je peux-être Jean-Pierre, je vais rajouter, c'est que l'architecture en terre crue, elle est universelle. Oui. Tous les pays du monde, on la retrouve. Et ces principes de recouvrir en végétaux est universel aussi. Oui. Moi, ce que je vois dans la terre crue par chez nous, c'est que, d'abord, aujourd'hui, on focalise sur les bourrines. Oui. Sauf que Masse nous dit, donc, au XVIIIe siècle, qu'il n'y a que 52 maisons à Saint-Jean-de-Mont. Tout simplement parce que toutes les autres maisons, des 2000 et quelques habitants, c'est de la terre. À La Roche-sur-Yon, vous avez des exemples de maisons qui sont entièrement en terre aussi. Donc c'est un matériau, cette terre crue, qui a une importance capitale dans notre architecture ancienne. Même quand c'est fait en colombage, il y a aussi le torchis, ce qu'on appelle le torchis, ou même la ville impériale de Napoléon, avec le fameux architecte Cointreau. Il avait beaucoup travaillé du côté des Alpes et puis de la région de Lyon. Donc ça s'est mal passé parce que lui, il avait l'expérience, et puis il a envoyé des gens avec des directives, mais ce qui compte, c'est le savoir-faire. Le savoir-faire, c'est de toucher la transmission. Ce qui existait pour les gens du pays. Et là-bas, d'où le Crétet qui s'est fait virer, remplacé par Duvivier. Ça a valsé, les ingénieurs en chef. S'il n'y a pas la transmission... Sans aller plus loin. Oui. Et puis après, vous pourrez nous présenter votre première... Il y a en gros 40 ans. Il y a eu un accident sur la bourrine du Bois-Jucot. Un mur s'est effondré. Alors aussitôt, prise en charge de techniciens, etc., etc. Et donc le mur a été reconstruit par une entreprise spécialisée et tout. Sauf que l'hiver suivant, la bourrine s'est à nouveau effondrée. Et là, on a fait appel à un paysan qui connaissait la terre. Pourquoi ? Parce que il y avait un cahier des charges qu'il fallait que ça soit fini pour tel jour. Et puis, qui ne prévoit pas le cahier des charges des techniciens, c'est qu'il y a des gelées, l'intergel, et on a construit ce mur en pleine froidure. Là où il ne fallait pas. Et donc, tout a gelé. Et voilà. Donc, moi, je pense que dans nos propos, et c'est la raison pour laquelle j'invite des gens comme Étienne, c'est de reconnaître la culture qu'ont les autochtones de leurs matériaux, de leur environnement. Et votre premier sujet ? Mon premier sujet, c'est justement pour démonter une rumeur, une légende, comme quoi on construisait une bourrine en une nuit. Et on écoute. Mais vous avez connu qu'on construisait des bourrines ? Vous avez vu ça, vous ? Ah oui. Oh, oui. Mon grand-père était moitié architecte pour faire les bourrines. Ah bon ? Le père de mon père. Quand les gens ne savaient pas où aller demeurer, il y avait des malheureux. Alors, il y avait des endroits dans le Marais qui avaient des chemins larges, comprenez-vous? Ouais. Alors, ils demandaient aux maires à construire une maison. Et ils allaient voir, puis ils disaient, là, il y a une place là, pour faire une maison. Mais vous savez, le fossé là, puis la bourrine ici, c'était pas intéressant quand l'eau montait. Alors, un jour, j'ai entendu un bonhomme dire, si ça n'avait pas été ton grand-père, on aurait couché dehors. On n'avait plus de maison, on n'avait rien.
donc la légende. Alors donc cette femme, c'est Mathilde Girard. Oui. Elle est née en 1898. Donc en gros, elle part d'une situation avant la guerre de 14. Elle est de Saint-Jean-de-Mont. Et puis le deuxième qu'on va entendre, c'est un peu exceptionnel. C'est François Dupont, qui est né en 1914 et qui, avec ses parents, a construit sa propre maison, une bourrine. Donc on imagine 1914, il se marie, ça fait au moins 1934. Oui. Donc c'est pas si vieux que ça, où on construisait encore des bourrines. Elles n'ont pas toutes 200 ans, comme on a une tendance à le dire. Et puis, ils faisaient nos bigots, et puis ils faisaient une levaille tous les bijoux, si le temps servait bon. Une levaille tout le temps. C'est à quelle saison vous faisiez ça? Oh, quand le temps permettait, du 15 avril à mois de mai, du 15 avril jusqu'au mois de juin, quand le temps servait. À chaque levaille, un tour, ils prenaient d'un bouteille à faire la maçon. Yann était monté sur le mur, puis l'autre donnait les bigots au fur et à mesure. Et puis à maçon, ils faisaient des murs de 45-50 de large. Puis ils faisaient nos levailles, de 40 épailles. C'est savoureux. Ah, c'est savoureux, dit Étienne, mais c'est vrai. Il faut s'accrocher, ceci étant. Hein. Moi qui suis du sud Vendée, on voit bien qu'il n'y a pas tout à fait le même parler. Là, on a un bel exemple de notre langue. Exactement, et de sa richesse. Une émission qui passe bien vite. C'est difficile de résumer en quelques minutes toutes les recherches. Et puis, en tout cas, on ne peut que vous conseiller de lire cet ouvrage. C'est déjà la fin de notre émission. Merci en tout cas d'avoir fait ce parallèle entre la vallée de Zab et celle et nos bourrines du Marais breton. On vous souhaite une belle suite. Continuez dans toutes et vos multiples activités. Puis venez de temps en temps, comme toujours. Ah, mais très volontiers. Vous avez votre rond de serviette autour de la table, donc tout va bien. Alors on va se dire à bientôt. À bientôt. À bientôt. Mais je ne le dis pas en dialecte.